y a seulement 5 ans, quand on parlait de ces sujets, on commençait par un exposé. En tout cas, moi, je faisais comme ça. Et voilà, c'était assez traditionnel, plus ou moins long sur la fin du pétrole, sur l'enjeu climatique, sur les conséquences de la crise financière. Les choses ont évolué dans l'opinion et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, maintenant, c'est connu, on en entend parler beaucoup. Alors, pas forcément avec assez de profondeur, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si vous parlez de changement climatique, surtout en ce moment, autour de vous, tout le monde est au courant, quoi. Et puis on dit, ça y est, c'est là. Ça devient même un sujet de conversation au café, et ça, c'est plutôt positif, même si tout le monde n'a pas conscience de l'importance et de l'effondrement qui vient. Voilà, il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, nous, on est convaincus que l'effondrement a déjà commencé. Hein. D'ailleurs, les données qui ont été citées tout à l'heure le montrent. Je ne vais pas faire un exposé sur l'effondrement, vous avez déjà eu des données, et voilà, des gens comme Pablo Servigne, avec son livre Comment tout peut s'effondrer, l'explique bien mieux que moi. Donc je vais vous parler de ce qui se fait déjà, et de ce qui pourrait se faire. Et je parle de ces millions de personnes à travers le monde qui mettent déjà en œuvre la résilience de façon concrète et pratique à l'échelle de ce qu'on peut appeler leur communauté. Et j'insiste sur, je précise sur le mot communauté, c'est la communauté de territoire, la communauté de vie, de partage dans laquelle nous sommes, et en aucun cas une notion communautariste, on va dire un peu plus sectaire, quoi, hein. C'est vraiment la communauté de vie sur le même territoire de toutes les personnes qui y vivent. Donc c'est ça qu'on appelle la transition, et elle est à portée de nous tous. Je vais développer 3 points, parce que pour que ça bascule, en tout cas ce que je vous dis là c'est mon opinion, et je vous invite à surtout pas me croire et à vous faire votre propre opinion par vous-même. Mais pour que ça bascule, il y a 3 conditions qui sont nécessaires. Aucune n'est prise individuellement, n'est suffisante. Il faut donc agir au niveau d'un petit territoire et avec tous les acteurs du territoire. Rendre ce futur porteur de mieux-être. Et le 3e point, c'est atteindre une masse critique dans l'opinion publique. Donc je vais développer ces 3 sujets-là qui, crantés les uns avec les autres, mettent en œuvre les conditions nécessaires pour que ça puisse basculer à plus grande échelle. Donc le premier point, c'est agir au niveau d'un petit territoire avec tous les acteurs. Et vous savez que déjà, à titre individuel, comme l'a précisé tout à l'heure, comme l'ont précisé San et Théo, voilà, beaucoup de choses sont déjà possibles, mais je pense qu'on n'a pas encore suffisamment poussé ce raisonnement-là. Peut-être que vous, individuellement, vous faites déjà plein de choses. Peut-être que vous mangez bio, peut-être que vous êtes végétarien, peut-être que vous faites attention à votre consommation d'eau, à votre consommation d'électricité. Peut-être même que vous êtes adhérent à Enercop, par exemple, qui vous produit, qui vous livre de l'électricité 100% renouvelable. Peut-être même que vous êtes utilisateur de la roue, la monnaie locale, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est l'occasion de repenser un peu vos modes d'action individuels. Et si on creuse un peu ce sujet-là, on se rend compte que le champ d'action est quand même assez large. Et on en est tous à se confronter à nos propres cohérences ou incohérences sur le sujet de la transition individuelle. Et puis, des fois, on a notre petit confort et puis on l'aime bien. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas parfait, loin de là. Voilà, je suis venu en voiture ce matin alors que j'aurais peut-être pu prendre un transport en commun. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses qu'on peut toujours améliorer. Mais en tout cas, les actions, le gros avantage aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est que ces actions-là, aujourd'hui, elles sont relativement connues. On sait ce qu'il faut faire. On a juste à se regarder nous-mêmes et dire est-ce que je vais assez loin, est-ce que je trie suffisamment mes déchets, est-ce que j'utilise un lombricompost, etc., etc. Donc à titre individuel, on peut faire beaucoup de choses et puis on peut aussi s'impliquer, s'engager dans des associations. Et là, tous les animateurs d'associations connaissent, je pense, le problème de l'engagement des bénévoles, et on sait bien que voilà, il y a beaucoup de bénévoles sur des événements. C'est chouette. D'ailleurs, un événement comme ça sans bénévoles, ça n'existe pas.
Voilà, donc merci à eux de tout leur engagement. Néanmoins, on se rend compte que pour faire vivre une association sur le long terme, une association comme la Monnaie locale par exemple, ça nécessite un engagement à long terme, ça nécessite des actions aussi un petit peu plus administratives, etc. Et on a du mal à mobiliser alors que on a tous besoin de ça pour que ça puisse tourner. Il y a aussi des actions individuelles qui peuvent être menées sur des sujets plus impliquants. Sam, tout à l'heure, tu as parlé de la migration. Voilà, par exemple, à Salon de Provence, on a une association qui s'appelle Welcome, qui accueille les migrants, mais j'imagine que ça existe ici aussi. Je n'ai pas la donnée, mais je suppose que oui. Et voilà, concrètement, il y a des gens qui se mobilisent pour accueillir des migrants, par exemple, chez eux, pour les aider, les aider à acquérir quelques bases de français, pour les aider dans leurs démarches administratives. Ça, c'est de la transition individuelle qui va au-delà de ce qu'on fait déjà, ce qu'on peut faire à titre individuel. Et d'ailleurs, il y a eu un beau succès, puis je crois qu'ils ont aidé 17 migrants sur Salon, quelque chose comme ça, peut-être une vingtaine maintenant. Voilà. Donc il y a des actions quand même beaucoup plus impliquantes. Je dis juste ça pour que vous puissiez vous questionner vous-même sur votre niveau d'implication au niveau associatif. Et puis, dans les actions qui peuvent être menées ensemble au niveau d'un petit territoire avec tous les acteurs, vous avez les deux autres types d'acteurs sur lesquels on peut parler aussi. Ce sont les acteurs institutionnels, les maires, la métropole, par exemple, dans laquelle nous sommes. On est dans la même métropole entre Aix et Salon là, et Marseille. Et puis, il y a aussi les entreprises. Donc au niveau des acteurs institutionnels, il y a beaucoup à faire. Et j'aimerais porter à votre connaissance, je ne sais pas si vous le savez, une action qui a été faite par Alternative Régionale ou Alternative Métropolitaine Territoriale. Merci monsieur. Voilà, Alternative Territoriale qui est un groupement de plusieurs associations et qui a émis un manifeste pour une société résiliente et pour une métropole résiliente, avec une liste de 300 actions qui pourraient être menées. Bon, alors certaines sont peut-être déjà entamées, mais en tout cas, voilà, on peut se mobiliser aussi pour faire en sorte que ce manifeste et ces 300 actions soient portées à la connaissance de nos élus métropolitains, de nos élus municipaux, et leur demander ce qu'ils comptent faire pour le mettre en œuvre. Voilà, et ça, c'est une action qui peut être menée de façon immédiate, surtout en période préélectorale. Donc certaines choses sont faites, mais évidemment c'est pas suffisant, c'est tout à fait évident. Et peut-être qu'une des différences, tu as mis l'accent sur des points de convergence et c'est bien, il y en a. Il y a aussi des petites différences et c'est cette différence qui nous enrichit. Donc il n'y a pas de problème, en tout cas pour moi, sur ces différences-là. Mais avec ce qui a été dit avant, c'est qu'on a besoin aussi d'un dialogue avec les élus, les institutions, pour infléchir les actions qui sont faites localement. C'est aussi le sens de ce qu'écrit Cyril Dion dans son petit manifeste là, qui est sorti l'hiver dernier, où il parle d'actions communes, en tout cas de mettre autour de la table les institutions, les citoyens et les entreprises. Et donc il y a aussi les entreprises qui sont des acteurs locaux. Les entreprises, c'est pas que les entreprises du CAC 40. 90% des entreprises sont des entreprises, des petites entreprises, des TPE. Voilà, je suis moi-même responsable d'une entreprise à mon niveau, voilà, un organisme de formation. On est 4. On travaille, en tout cas, les dirigeants travaillent 7 jours sur 7 pour faire bosser, pour faire en sorte que ça tourne. Et on peut faire beaucoup d'actions aussi dans le domaine de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent agir et qui se trouvent confrontés à juste un manque d'informations. Donc on peut les aider, on peut dialoguer avec eux en disant vous pouvez faire beaucoup plus, vous pouvez mettre en place du télétravail, du covoiturage, trier vos déchets, réduire les consommations d'énergie de vos bâtiments, végétaliser les toitures, etc., etc. Et puis changer aussi votre mode de production si on veut aller un petit peu plus loin. Donc au niveau des entreprises, et je précise bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos, je parle du tissu local
du tissu des petites entreprises locales qui peuvent aussi adhérer à la roue, par exemple, et faire en sorte de devenir des acteurs de l'économie locale en disant qu'est-ce que je peux faire dans l'économie circulaire, voilà, pour faire en sorte que les déchets des uns servent à la production des autres, ou mutualiser, par exemple, des fuites de chaleur ou des choses comme ça. Il y a des tas de choses qui peuvent être faites, on sait ce qu'il faut faire, il suffit, entre guillemets, de les mettre en œuvre. Je ne suis pas en train de cirer les pompes de Total, E.ON et compagnie. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté. Ceux-là, il faut les combattre. Il faut s'opposer fermement à ce qui est en train de se passer à la Med, à ce qui est en train de se passer à Gardanne et au Bout Rouge. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'amalgame entre ces gens-là, qui sont nos ennemis, on le sait tous, et tout ce qu'on peut faire au niveau des petites entreprises locales, des entreprises moyennes, qui sont aussi le tissu des gens qui travaillent sur le territoire. On peut, pour faire avancer ça, on peut utiliser des outils d'intelligence collective. Et ces outils d'intelligence collective et cet état d'être de l'intelligence collective peut aider les gouvernants la gouvernance de ces entreprises à évoluer pour mieux prendre en compte les avis de leurs salariés ou de leur écosystème, ce qu'on appelle les parties prenantes. On pourra y revenir aux questions si vous avez des questions là-dessus. Le point suivant que je voulais développer, c'est rendre ce futur porteur de mieux-être. Voilà. Et on est tous conscients, merci d'avoir rappelé ces chiffres, c'est terriblement angoissant, on en est tous conscients, et je pense que ça va même encore plus vite et encore plus loin que tout ce qu'on avait pu imaginer. C'est-à-dire si on reprend les données d'il y a 10 ans par exemple, ou d'il y a 15 ans, et les prévisions, on est au-dessus de la prévision la plus pessimiste. Et ça se vérifie à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC ou d'ailleurs, on peut même remonter au rapport Brundtland, etc. À chaque fois, il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Et en fait, ce qui se vérifie, c'est qu'on est au-delà de la fourchette haute. Donc il ne faut pas se leurrer. Quand on dit on sera peut-être à 6 degrés à la fin du siècle, ça veut dire qu'on sera sûrement au-delà de 6 degrés à la fin du siècle. C'est ça que ça veut dire concrètement. Mais ça fait peur, c'est angoissant. Et si vous voulez attirer du monde sur ces données-là, je ne suis pas certain que ça marche. Parce que c'est une forme de déni qui se met en place et une forme de repoussoir en disant bon, de toute façon, moi, ça ne me concerne pas. Vu l'âge que j'ai, je vais crever avant, donc c'est pas un problème. Alors qu'en fait, on est tous concernés. Hein. Le problème, il a déjà démarré, et puis je pense que les grosses complications, elles arrivent là tout de suite. Entre 2025 et 2050, ça va être quand même assez compliqué, quoi. Donc rendre ce futur porteur de mieux-être, c'est très très important. Rob Hopkins, le fondateur du mouvement des villes en transition, Cyril Dion, que vous connaissez tous, j'imagine, Pierre Rabhi, sont porteurs de cette idée, de dire rendons ce futur désirable, rendons ce futur souhaitable, racontons-nous et inventons et rêvons ensemble des récits, des histoires, parce que c'est pas forcément une catastrophe, c'est peut-être aussi une opportunité d'aller vers quelque chose de mieux dans le mieux-être. Voilà, c'est pas grave si on se déprogramme le cerveau de bonheur égale consommation égale iPhone, je ne sais plus à combien on en est parce que je ne suis pas cette actualité-là, etc., etc. Par contre, se dire que faire de la permaculture ensemble, créer du lien, échanger les uns avec les autres et inventer, rêver ensemble quelque chose qu'on peut faire devenir concret dans notre petite communauté, c'est vachement kiffant, quoi. On en a envie et on se rend compte dans le mouvement des villes et territoires en transition. C'est l'objet de ce livre et c'est avec ça que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Ça transmet une énergie positive. La plupart des gens qui viennent se disent oh là là, j'ai l'impression que je suis seul et c'est terriblement insupportable. Alors qu'en fait non, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. On est des milliers, on est des millions. Et c'est comme ça qu'on arrive à se stimuler ensemble et à réinventer, à rêver ensemble des actions. Je vous parlais de Rob Hopkins tout à l'heure. Tout le monde connaît Rob Hopkins, ou je dis deux mots. C'est le fondateur donc, du mouvement des villes et territoires en transition, qui est un Anglais. Ceux qui ont vu le film Demain s'en souviennent certainement. C'est celui qui montre un billet avec David Bowie, un billet de monnaie locale, en disant, vous savez, c'est quand même
Vachement plus sympa d'avoir un billet avec David Bowie plutôt qu'avec la reine d'Angleterre. Voilà. Je ne suis pas totalement contre cette idée-là. Voilà, donc c'est lui Rob Hawkins. Et il parle il a fait une conférence récemment, il est venu en France, là, il a fait une conférence à Marseille au Théâtre Toursky. Et en fait, il a développé cette notion de créativité, cette notion d'imaginaire en démarrant avec les phrases avec « et si ». Alors, what if en anglais, qu'on traduit par « et si ». Et si on imaginait ensemble quelque chose de mieux, de plus sympa, finalement en faisant totalement abstraction de ce qui existe déjà. Mais le « et si » permet de construire, de rêver ensemble, de construire un imaginaire qui, du coup, rentre dans le champ du concret à partir du moment où on l'a simplement verbalisé, formulé ensemble. Donc, le travail qu'on fait aussi, il n'est pas seulement sur des actions concrètes, on va dire, en termes de créer de l'habitat collectif ou écologique, créer une centrale d'énergie citoyenne ou la réhabiliter, comme ça s'est fait à Velot avec Provence Énergie Citoyenne, qui a remis en service une centrale hydroélectrique. Voilà, ça c'est des actions concrètes qui sont intéressantes, mais on est aussi sur un autre plan, qui est le plan de stimuler la créativité, stimuler l'imaginaire, ensemble. Voilà. Et c'est ces petites aventures que je vous raconte. C'est bon, je pensais que j'avais moins de temps que ça, mais bon, c'est bon. Jean-Claude Mensch, le maire d'Ungersheim, on a parlé tout à l'heure de Daniel Queff à Langouette, mais Jean-Claude Mensch, qui est un maire absolument formidable à Ungersheim. Ungersheim, c'est une petite commune d'Alsace que vous avez peut-être vu dans le film Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin. Ah oui, d'accord, ok, super. Jean-Claude, ça fait plus de 25 ans qu'il est maire et il a mis en œuvre des choses absolument extraordinaires. C'est un ancien ouvrier qui est passé par l'étape du syndicalisme et qui a, je pense, pas mal réfléchi sur ces sujets-là. C'est intéressant de voir qu'un maire peut insuffler ça. On est en période préélectorale et c'est intéressant de se dire ça. Que ce soit Daniel à Langouette, Jean-Claude Mensch à Ungersheim, mais il y en a d'autres, et je vais en citer au moins un autre. C'est des gens qui mettent en œuvre en premier lieu ce qu'on appelle l'autonomie intellectuelle. C'est intéressant de démarrer par ça parce que quand on veut agir sur un territoire, on commence par se dire comment on va manger dans quelques années. Et donc on va essayer de mettre en place l'autosuffisance. C'est très bien, tant mieux, si on y arrive, c'est super. L'autonomie intellectuelle, c'est d'abord apprendre à désapprendre. Apprendre à sortir des schémas dans lesquels on est. Parce que tant qu'on est dans le schéma qui a mis en place ce gros bordel là, sur lequel on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas durer, si on essaye de penser avec les mêmes solutions et dire simplement on va remplacer ça par ça, ça ne marche pas, tout simplement. Alors que si on met tout ça à plat et qu'on essaye de changer le mode même de penser à l'origine, on peut trouver des solutions qui sont en plus souvent moins chères, plus simples, de bon sens, voilà, donc, et qu'on peut facilement mettre en œuvre. Ces histoires-là, il faut qu'on se les raconte. On les rêve, mais après il faut les raconter, il faut les dire autour de nous. Et c'est un bon moyen d'aller chercher la population proche. Et ceux qu'on va atteindre, ce n'est pas ceux qui sont diamétralement opposés à nous. Ça ne sert à rien, moi j'ai essayé, et vous les avez tous essayé un jour, de convaincre, entre guillemets, des gens qui ne comprennent même pas de quoi vous parlez. C'est pas possible. Par contre, la masse des gens qui sont, ce que moi j'appelle au bord de la piscine, voilà, qui savent pas, ils plongeront pas s'ils ont peur de l'eau froide, quoi, ou de l'eau chaude. Ceux-là, ils sont intéressants. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et ceux-là, on peut aller les chercher en leur racontant nos histoires de futurs souhaitables, de futurs qui fait rêver. Voilà. Les jeunes aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui sont jeunes, j'ai des enfants de 28, 27, 19 ans. Si je les fais déprimer en disant putain ça va être dur quoi, tu vas en baver, tu vas en chier, et puis en plus tu sais ça va pas marcher quoi, ça leur donne pas envie d'y aller, ça leur donne pas envie. Donc voilà, inventons ensemble cette histoire là
Et je pense qu'il y a des gens qui vont y venir parce que c'est plus enthousiasmant. Et ça me fait passer sur le troisième point que je voulais développer avec vous. Donc la troisième condition que j'ai listée comme étant nécessaire et non suffisante, c'est d'atteindre une masse critique dans l'opinion publique. Et c'est un vaste sujet, on en rêve tous. Hein. On en rêve tous. On est tous super bons pour réunir les gens qui sont d'accord avec nous. On est d'accord là? On est tous d'accord, hein? Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est tous d'accord. Donc, comment on va chercher les autres? Et pourquoi c'est important en fait? C'est important parce que c'est un peu l'histoire du 101e singe. Hein. Vous connaissez l'histoire du 101e singe, ce qui est bon alors, très très vite, très vite l'histoire du 101e singe. Je la connais pas d'ailleurs parfaitement, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est donc des singes qui, enfin l'histoire de ça, elle est controversée, mais bon, des singes qui mangeaient des pommes de terre froides et puis qui mangeaient des racines, etc. Et c'était pas très très bon. Et puis un jour, ils ont appris, voilà, par hasard, à chauffer légèrement les pommes de terre, et ils trouvaient que c'était bien meilleur. Voilà. Et puis donc ils se sont transmis ce savoir de génération en génération, c'est une transmission directe. Moi je suis un singe et je te le transmets, toi tu es un singe, tu le transmets à l'autre, etc. Et puis un jour on s'est aperçu que quand il y avait une population de 100 qui arrivait à faire ça, et ben en fait il y en avait d'autres qui savaient le faire même sans avoir reçu la transmission directe. C'est ça la métaphore du 101e singe. Et donc si on arrive à passer à cette masse critique, c'est important parce que du coup on en parle plus. Et en parlant plus, il y a des gens qui y viennent même si on leur a pas seriné la petite histoire, quoi. Et c'est là où ça peut commencer à faire basculer. Donc la notion de la bascule, elle est là. C'est aussi en voyant des actions et en entendant des actions que mènent les plus convaincus, que des gens qui sont sur le bord de la piscine vont dire « Ah ouais, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. » Finalement, je peux le faire. C'est aussi parce que y a plein de livres, hein, je vous montre celui-là, mais il y en a plein d'autres, notamment Cyril Dion qui a écrit beaucoup de livres, Pierre Rabhi, voilà, très très prolixe en matière de livres. Moi, j'ai commencé à rentrer là-dedans en lisant des livres, quoi, hein, et en passant ces livres autour de moi, en disant regarde, c'est vachement intéressant, il faut lire ça. Donc, faire de la sensibilisation, agir en transmettant finalement. Ça permet d'attirer aussi les modérés parce qu'on a besoin d'eux. Voilà. Et moi, je suis un fervent défenseur. Je ne dis pas que j'ai raison, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et on peut en débattre, il n'y a pas de problème, de faire venir les modérés. On peut être que entre militants hyper convaincus et rester très très convaincus et très purs dans notre idée, ou bien on peut essayer d'élargir le cercle. Et je pense que c'est important de réagir le cercle, parce que ça permet aussi de rendre un maximum de gens actifs. Je cite une professeure de biologie environnementale qui s'appelle Robin Kimmerer, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit une phrase absolument merveilleuse, parce qu'elle dit commençons par nous émerveiller de la nature, être dans la nature, être en lien avec la nature et s'émerveiller et porter attention, ce que les Anglais disent pay attention, c'est intéressant d'ailleurs qu'ils le disent comme ça, porter attention à ce qui vit autour de nous, au vivant, et porter attention au vivant, conscientiser cette attention, la transformer en intention d'action pour passer ensuite à l'action. Voilà, c'est cette personne, Robin Kimmerer, qui parle dans un film merveilleux qui s'appelle La Terre vue du cœur. Voilà, qui a été porté par Hubert Reeves, que je vous recommande chaleureusement. Dans l'idée de la masse critique, je voudrais aussi dire 2 mots pour finir sur le changement d'échelle et notamment la jeunesse aujourd'hui qui se mobilise. C'est quand même notable de voir ces manifestations sur le climat, de voir ces actions qui ont été décrites tout à l'heure par Mia et Théo. Et puis, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire, il y a un manifeste des jeunes étudiants, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, pour un manifeste, un réveil écologique. Hein. Et aujourd'hui, ils mettent en priorité d'aller
dans des organisations qui s'engagent fortement pour ces valeurs-là. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail qui disent nous on veut plus bosser pour les gens qui ne vont pas dans ce sens-là. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, la priorité c'était juste de trouver un boulot, quoi. D'accord ? Et ça c'est capital parce que là c'est un signe de basculement. C'est un signe massif de basculement. C'est plus un signe faible, c'est important de dire moi, monsieur, je ne vais pas rentrer dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre organisation publique, si vous n'allez pas, si vous ne mettez pas en œuvre des actions concrètes pour le climat, pour la transition, etc., etc. Et puis, il y a le mouvement aussi qui est porté par Greta Thunberg. Et je voudrais saluer, pour finir, cette jeune lycéenne, on ne vient même pas dire étudiante, elle a 16 ans, quoi. C'est absolument incroyable ce qu'elle arrive à faire, à interpeller les gouvernants, mais aussi à interpeller tout un chacun pour dire c'est urgent de changer, quoi. C'est maintenant qu'il faut agir et nous, enfin vous êtes en train de nous pourrir notre futur, nous on veut autre chose, quoi. Voilà. Donc j'en parle parce qu'elle a été injustement attaquée par des climato-négationnistes voilà, que je ne vais même pas citer pour ne pas leur faire de la pub, voilà, ou par des journaux honteux qui traitent, qui titrent sur les charlatans de l'écologie. Donc voilà, Greta arrive à mobiliser toute la jeunesse autour d'elle, et là je pense qu'il y a une notion de masse critique qui est en train de se mettre en place. Donc pour terminer, on est vraiment sur un point de basculement, de transition. La transition, c'est aller progressivement d'un point A à un point B. Là, on sent que c'est en train de s'accélérer, que ça prend de l'ampleur. Et nous, quand je dis nous, c'est nous tous. Nous tous. J'ai mis en sous-titre de cette conférence « Et si la transition en mouvement, c'était nous ?» alors que le sous-titre du livre, c'est « Et si la transition en mouvement, c'était vous ?» Donc il y a une petite évolution dans ma façon de penser depuis l'écriture du livre. Nous sommes ces acteurs-là, et c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse quelque chose. La personne qu'on attend, elle est là. Elle est là. Si vous vous regardez dans le miroir, elle est en face de vous. C'est nous tous, en fait. Voilà. Donc je termine moi aussi avec une citation qui m'est chère et qui est en exergue du livre de Mohandas Gandhi, qui est montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul.